Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 24e journée de l'économie de l'officine. 24 ans, bientôt un quart de siècle effectivement, que le quotidien du pharmacien a créé cette rencontre attendue et qui constitue chaque année l'événement de la rentrée. L'événement professionnel de la rentrée. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés lors de sa création l'année 2000, ou en tout cas à peine. Je pense notamment à nos amis étudiants de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, que je salue, qui sont présents dans cette salle. Vous êtes les bienvenus, vous êtes l'avenir de la profession, on vous accueille avec grand plaisir. Presque un quart de siècle au cours duquel on a pu analyser l'évolution, pour ne pas dire la révolution, du modèle économique de l'officine, qui est passé de la rémunération à la marge, fut-elle dégressive lissée, à une part grandissante d'honoraires. Le métier lui-même a profondément évolué. Le pharmacien n'est plus seulement le dispensateur de médicaments, mais aussi et de plus en plus un prestataire de soins et de services, vaccination, TROD, tests, entretien pharmaceutique, tout ce qui entre dans l'expression un peu fourre-tout d'ailleurs de nouvelles missions. Ces fameuses nouvelles missions dont on parle beaucoup sans toujours savoir très bien où l'on est, car il y a toujours un décalage entre le moment où on annonce une nouvelle mission et le moment où le pharmacien peut la mettre en œuvre dans son officine. À propos, je vais faire un petit aparté, je voudrais vous signaler que le quotidien du pharmacien, qui traite régulièrement au fil de l'eau de ce thème des nouvelles missions, va vous faciliter la tâche pour savoir où on en est, en regroupant sous une même rubrique sur notre site web l'ensemble des articles que nous consacrons aux nouvelles missions, afin de leur donner une meilleure visibilité et plus de clarté. Et puisque je parle du journal, une autre petite aparté, j'en profite pour vous signaler que vous pouvez désormais nous suivre, bien sûr, sur le journal papier, sur le site web avec une newsletter quotidienne. Je vous signale d'ailleurs que nous étions les seuls cet été présents sur le front de l'information tous les jours, y compris au mois d'août. Et désormais, et de plus en plus, sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents effectivement sur Facebook, sur X, ex-Twitter, sur LinkedIn, bien sûr, et depuis une semaine, je vous annonce notre présence sur Instagram également, et j'ai vu avec notre webmaster tout à l'heure, Coralie, qui est présent dans cette salle, et qui va relayer une partie des travaux de la matinée sur Twitter, sur X, que ça a un excellent démarrage sur Instagram. Pour en revenir aux nouvelles missions, on ne sait pas toujours non plus, d'un point de vue économique, exactement combien elles rapportent réellement. Quel est leur impact sur l'économie de l'officine? Et ce sera le fil vert de cette matinée. Nos amis experts comptables essaieront de nous éclairer sur ce point, mais vous verrez, ils vont vous expliquer que, à la fois, il est difficile de les identifier dans un bilan comptable, mis à part bien sûr les TROD, les tests et la vaccination, mais on ne sait pas non plus toujours quel poids elles représentent dans le résultat comptable. Vous verrez aussi, lors du débat avec les présidents de syndicats et les présidents de fédérations de groupements, que, en fait, elles représentent un poids qui va bien au-delà du chiffre d'affaires qu'elle génère. Le métier de pharmacien est donc en train d'évoluer, vous le savez mieux que moi, évoluer très vite, et ce n'est qu'un début. Vous verrez également avec notre invité exceptionnel Stéphane Bancel, le patron de Moderna, que le pharmacien va se situer au cœur des nouveaux traitements, au carrefour de tout un écosystème mêlant diagnostic et traitement qui vont sortir dans les toutes prochaines années et ces traitements seront personnalisés. Il n'a malheureusement pas pu être parmi nous ce matin. Il est, comme vous le savez, aux États-Unis, et compte tenu du décalage horaire, nous avons enregistré sous forme d'interview son intervention il y a quelques jours, et elle sera diffusée en fin de matinée. Avant de démarrer avec les statistiques économiques compilées par les experts comptables, je voudrais encore vous remercier de votre présence. Vous êtes près de 140 ce matin à avoir répondu à notre invitation. Merci d'être aussi fidèles. Et je voudrais également remercier et saluer nos deux partenaires, OCP et Viatris. Donc nous allons démarrer. Si, messieurs les experts comptables, vous voulez prendre place, vous avez des micros. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les chiffres économiques de 2022 sont complètement atypiques, comme le furent ceux de 2021, avec l'effet vaccination et test Covid. C'est pourquoi j'ai demandé aux experts comptables, qui nous font l'amitié de présenter tous les ans les résultats de l'année écoulée, de passer plus rapidement sur 2022 dans leur présentation, et de nous éclairer sur 2023. Alors je les ai un peu bousculés parce que c'était pas toujours très commode, ils n'avaient pas, mais ça ils vont vous expliquer, toujours les comptes arrêtés au bon moment, mais ils ont travaillé d'arrache-pied et ils vont nous fournir des éléments intéressants sur 2023.
Concernant les nouvelles missions, j'aurais également demandé d'essayer d'analyser leur rentabilité. Et comme je vous le disais un instant, c'est un peu mission impossible, si j'ose dire, dans la mesure où elles n'apparaissent pas toujours très clairement dans les bilans comptables. Mais ils ont quand même essayé de trouver quand même, de dégager certaines tendances en tout cas. Voilà, je les remercie vivement pour leur travail. Vous les connaissez, Philippe Becker, pour vous de la droite à la gauche, donc Philippe Becker de Fiducial, qui sera accompagné cette année par Bertrand Cadillon, Joël Lecoeur de CGP et Emmanuel Leroy de KPMG. Et je vais laisser le micro à Marie Bonte, rédactrice en chef adjointe du quotidien du pharmacien et spécialiste des dossiers économiques dans notre journal, qui va leur poser des questions très affûtées. Je précise qu'à la fin de chacune de leurs interventions, vous pourrez vous-même leur poser des questions si vous en avez, ou apporter un éclairage ou un commentaire à leur présentation. Marie, je te laisse le micro. Bonjour à tous. Voilà, écoutez, je vous cède la parole et je permettrai d'intervenir pour vous poser des questions que j'espère pertinentes. Ok. Oui. Bonjour à tous. J'ouvre le débat puisque c'est traditionnellement mon rôle et ça sera pour la dernière fois puisque, comme l'a dit fort justement Jacques, je suis accompagné de Bertrand Cadillon qui va me succéder puisque j'ai fait valoir, après avoir compté tous mes trimestres, mes droits à retraite. Donc vous ne me supporterez plus, je voulais simplement vous le dire et surtout remercier tous les pharmaciens qui m'ont écouté, supporté pendant des années au travers de toutes ces conférences. Ce que je voulais vous dire, c'est surtout le fait qu'on a, tous les quatre, ici, on apprécie beaucoup votre écoute et l'intérêt que vous portez à nos chiffres. Et j'espère que ça va continuer. Cette année compliquée, comme l'a dit Jacques, fort justement, parce qu'effectivement, on a traversé... On ne va pas revenir sur cette crise sanitaire, mais cette crise sanitaire, elle se traduit dans les chiffres, hein, et vous allez le constater au travers de ce qu'on a relevé sur 2022. Et effectivement, il est paru, après les discussions qu'on a pu avoir avec Jacques et Marie Bonte, il était quand même très intéressant de vous donner un petit peu de perspective, sachant que c'est toujours un peu compliqué pour nous parce qu'on essaye de travailler sur nos chiffres et non pas sur des prévisions. On n'est pas organisme de sondage, on ne fait pas de la prospective, hein, on travaille sur nos bilans. Mais enfin, on a quand même essayé de bâtir quelque chose. Alors, je vais... année 2021-2022. Donc, très rapidement, les populations... On travaille sur comme l'année dernière, hein, sur environ 15% des pharmacies françaises. Hein, donc c'est quelque chose qui est assez standard. Ces pharmacies, chaque cabinet, que ce soit KPMG, CGP et Fiducial, travaille avec sa méthodologie. Mais bien sûr, il n'y a aucun recoupement, hein, puisque un client ne peut pas être à la fois chez CGP, Fiducial et KPMG. Ça, c'est pour les premiers chiffres. Et également, très rapidement sur la méthodologie, comme l'année dernière, on a des exercices qui sont plutôt décalés sur les statistiques de KPMG et de CGP. Et nous, on a une année plus complète sur 2022. La plupart des pharmaciens clôturent entre le mois de juin et le mois de septembre. Pas mal aussi sur le 31 décembre. Donc ça pourra, on le verra tout à l'heure, expliquer quelques différences. Mais vous verrez, il n'y en a pas tant que ça. Alors, j'avance. Voilà. Et donc, je vais céder la parole à Bertrand qui va vous présenter donc les évolutions. Donc, nous, on a travaillé sur cette présentation sur les évolutions du chiffre d'affaires. Bonjour à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est ce que vient de dire Philippe, c'est que ce qu'on observe sur ces années-là, c'est un certain parallélisme entre tous les cabinets. C'est ce qui ressort de ce graphe. Effectivement, on a chacun notre propre méthodologie de sondage et puis de remontée de données. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est ce parallélisme assez frappant d'une année sur. Alors, si on va un peu plus dans le détail, là, c'est un graphe qui montre l'évolution du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on retrouve ce parallélisme sur les trois cabinets.
le bon de la variation 2021-2022. Donc les chiffres sont similaires. Le fiducial a un peu plus de clôture, 31-12. KPMG un petit peu en dessous et CGP un petit peu moins. Voilà. Donc c'est ce qui peut expliquer éventuellement le petit pourcentage d'écart entre les trois cabinets. Oui, donc on constate une croissance à 2 chiffres, hein, qui est quand même une performance assez inédite. Mais vous le constatez certainement auprès de votre clientèle, comme dans la population générale en fait, des pharmaciens. La poussée des médicaments chers représente aujourd'hui une inquiétude majeure. Est-ce que vous pouvez déterminer la part détenue par les médicaments chers dans cette croissance du chiffre d'affaires? Alors moi, je veux bien. Oui, vous m'entendez? Je veux bien répondre puisqu'on suit les médicaments chers comme le lait sur le feu tous les mois au sein de CGP. En gros, l'évolution qu'on a observée, nous, CGP, on va dire, c'est une évolution en 3 tiers. Un tiers lié à l'augmentation des médicaments chers, un tiers lié à l'activité Covid, et un tiers lié, on va dire, à une activité ou une évolution naturelle. Donc, grosso modo, sur 11%, vous faites le calcul. C'est ce qu'on observe. Alors les médicaments chers effectivement explosent. Faut savoir qu'au sein de CGP, les statistiques, les médicaments chers. Alors les médicaments chers, je m'entends, c'est les 2 dernières tranches de MDL, tout ce qui dépasse 150 € en prix fabricant. Aujourd'hui, au niveau des statistiques, ça représente 35% du chiffre d'affaires à 2,10, honoraires compris. Donc plus d'un tiers est lié aux médicaments chers. Et sur ces médicaments chers, la marge moyenne est à l'entour de 5%, puisque vous savez qu'au-delà de 1 930 €, il y a plus de marge. Donc sur un médicament à 1 930 €, on est entre 96 et 98 € de marge maximum. Et effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt, les médicaments chers, puisque les médicaments chers aujourd'hui, même on verra sur 2023 tout à l'heure, viennent compenser quasiment l'activité Covid. La croissance des médicaments chers compense quasiment l'activité Covid. Donc ça, c'est effectivement un élément important. Et sur les 5 dernières années, les médicaments chers ont été multipliés par 2,3, puisque j'ai ressorti les statistiques d'il y a 5 ans. Entre 2019 et 2023, on est quasiment à 2,3 fois les médicaments chers d'il y a 5 ans. Alors effectivement, c'est un point important. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour la profession? J'allais dire c'est une bonne chose. Il vaut mieux que ces médicaments soient dans le réseau officinal qu'ailleurs, parce qu'à la limite, les laboratoires pourraient très bien les délivrer aussi. Donc je pense que c'est une chance. Bon, alors effectivement, il y a ces médicaments chers, puis il y a tout l'accompagnement qui est autour. Donc je pense aussi que les médicaments chers fidélisent aussi la clientèle. Donc il ne faut pas voir que du négatif dans les médicaments chers. Mais c'est vrai que ça fausse complètement les données. Et la CPM, puisque je pense que nos amis syndicats vont parler bientôt de négociations, forcément, elle est raisonne en chiffre d'affaires et en remboursé. Donc, notre difficulté aujourd'hui, c'est que c'est un point important qui est remboursé et qui rentre dans l'ODAM pour la pharmacie. Juste une petite précision également sur tu parlais de la croissance naturelle. Dans la croissance naturelle, on a un effet en particulier sur notre statistique, un premier effet inflation sur les produits à marge libre. Ça a commencé à apparaître fin 2022. Et également, je le souligne chaque année, dans la croissance naturelle, vous avez la disparition de 200 pharmacies dans la population française. Donc ça a une petite incidence, puisque quand je dis disparition, c'est souvent des regroupements, mais il y a aussi quand même des disparitions dites sèches. Et bien sûr, le chiffre d'affaires qui disparaît d'une pharmacie se répartit sur les autres pharmacies. L'incidence, chaque année, je l'ai calculée, d'entre 0,5 et 1 point. Voilà ce que je voulais préciser. Oui, on peut aussi, le dernier point sur le chiffre d'affaires, c'est aussi la pathologie qui a été exceptionnelle sur 2022, puisqu'on a eu 2 périodes de pathologie, une période au printemps et une période à l'automne, chose qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs années. Donc l'explication aussi de l'évolution du chiffre d'affaires est liée à une pathologie doublement retrouvée. Alors, sur ce graphe, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près une pharmacie sur 15 qui tire pas profit de la situation et qui n'évolue pas. Alors, trouver des corrélations sur quelles sont ces pharmacies-là, c'est toujours un peu délicat. Ce qu'on peut dire, c'est que implicitement, on retrouve plutôt des petites pharmacies qui n'ont pas forcément réalisé les tests. Donc, c'est un petit peu cette population-là. Et aujourd'hui, et on est assez cohérent, chaque cabinet, c'est à peu près 1 sur 15
qui n'est pas en évolution positive. Est-ce qu'on peut s'attendre à une proportion identique en fin d'année 2023 ? On a de toute façon clairement identifié depuis de nombreuses années qu'il y a un certain nombre de pharmacies. Les autres années, souvenez-vous, on était sur une proportion, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on était à 30-33% de pharmacies qui étaient dans une croissance globale en réduction de chiffre d'affaires ou d'activité. Donc là, il y a un masque qui est lié à l'activité Covid, bien sûr, donc ça, il faut prendre, mais je pense qu'on risque de revenir effectivement à la situation antérieure, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de pharmacies qui, comme l'a dit Bertrand, qui bénéficient pas parce que leur situation, parce que si le problème de la désertification médicale, enfin tout ça, ce sont des sujets qui ont été mille fois évoqués ici, n'arrivent pas à atteindre ce seuil. Donc on a quand même une tendance à perdre des pharmacies, ce qui est quand même à terme un vrai problème. On en a perdu 2000 en plus de 10 ans, ce qui est quand même, par rapport à d'autres professions, assez inquiétant. Donc une fragilisation du réseau qui est à craindre quand même à moyen terme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, je reprends là, sur cette présentation. Alors cette présentation, elle est un peu nouvelle puisqu'on a intégré la proportion de la part qu'on a pu identifier comme étant, que l'on a pu identifier, j'insiste bien, parce que c'est compliqué. On a galéré, je crois qu'on est tous d'accord pour dire, et ils le confirmeront, on a galéré sur ces 2 dernières années, bon, parce qu'effectivement, on travaillait dans des conditions qui étaient quand même difficiles, et deuxièmement, il a fallu identifier les prestations. Donc, quand on met au zéro, on englobe globalement l'essentiel de ce qui a été prestation Covid sur l'année 2022. Vous allez bien sûr voir que globalement, on a à peu près les mêmes chiffres, et en fait, on était assez inquiets parce qu'on s'était dit, est-ce qu'on va tomber, nous, tous les trois, on se concerte pas, hein, vraiment, on le fait chacun dans notre... donc, ouais, et vous voyez, on a l'épaisseur du papier à cigarette entre nos 3 conclusions sur l'activité Covid, c'est un point fort. Ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'effectivement, on a redessiné le camembert. Hein. Le taux de 68% n'est pas le taux habituel de la prescription, enfin des médicaments remboursables. Et donc, c'est un point qu'il faut souligner. Il serait de combien, justement, avec une neutralisation des activités Covid ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, après, mathématiquement, vous pouvez globalement le refaire, mais globalement, on est autour de 72. Donc, ce qu'on constate, par contre, c'est que si on prend les 10 dernières années, c'est une descente assez lente. Mais si on retraite hors Covid, on est autour de 72. Et justement, cette descente dont vous parlez est due à la baisse des prix du médicament ou à une réduction des volumes ? Alors j'ai tendance à dire les deux. Bon, clairement, les médecins prescrivent moins, et deuxièmement, il y a quand même eu un effet sur les prix des médicaments qui a été fort. Hein. Je veux dire, sur les 10 dernières années, chaque année, les molécules les plus vendues sont décotées, si j'ose dire. Donc effectivement, ça joue, mais effectivement, il y a aussi des médecins qui sont quand même très surveillés, qui prescrivent beaucoup moins. Les nombres de lignes sont plus faibles, on le constate au niveau de notre clientèle. Donc ça, et on retrouve ces 3 chiffres, hein, je crois, vous me le confirmerez, on retrouve cette tendance sur nos 3 cabinets depuis une dizaine d'années. Effectivement, on a perdu à peu près 3 à 4 points sur le médicament à 2,10. Oui, alors si j'arrive, voilà. Donc vous voyez, c'était juste la petite conclusion pour remettre l'activité Covid au niveau de nos 3 cabinets. On est entre 6 et 6 l'année dernière. On vous parlera sur 2023 de l'activité Covid, parce qu'on a des chiffres. Je vais laisser la parole à Emmanuel qui va vous parler de la marge. Exactement. Bonjour à toutes et à tous.
Petit rappel déjà, on a parlé beaucoup du chiffre d'affaires, mais finalement on sait bien que le chiffre d'affaires c'est un indicateur facile à aller chercher, mais très peu pertinent dans l'activité des officines. Là où réellement le pharmacien doit se focaliser, c'est sur sa marge. Alors on vous fait un petit rappel, un petit cours. La marge brute globale, c'est la marge commerciale. La marge commerciale, c'est la MDL et le forfait à la boîte. C'est simple. Ensuite, vous avez les honoraires de dispensation. On rajoute les prestations, on va rajouter les nouvelles missions et on va rajouter aussi les coopérations commerciales. C'est finalement ce qu'on appelle, nous, la rémunération officinale. Marge brute globale, rémunération officinale. Alors cette rémunération officinale, comment a-t-elle évolué ? On va le voir dans les chiffres, c'est assez facile d'imaginer qu'elle a pu progresser de manière importante vu les taux de marge que les pharmaciens avaient sur les activités liées au Covid. Bon, ces chiffres sont impressionnants quand même. 2023, on est tous à peu près d'accord. On dégage un volume de marge. On est en train de parler en dizaines de milliers d'euros. Chez nous, chez KPMG, on est à 735 000 euros de marge. Formidable, c'est très bien. On le retrouve dans la trésorerie de nos pharmaciens. Mais on est d'accord, et on est tous d'accord pour dire que c'est extrêmement temporaire. Et finalement, il serait peut-être intéressant de faire un retraitement sur cette marge, sur les 735 000 euros de marge sur 2023, si on retire... 2022, pardon. Ouais, 2022, oui, on parle de 2022, on est en 2023, excusez-moi. On arrive à 615 000 euros de volume de marge. Donc un impact Covid qui est extrêmement important. On a fait un petit calcul, on s'est repositionné en 2019... En 2019, j'avais une marge de 569 000 euros en volume. En 2022, on arrive à 615 000. Mine de rien, on a quand même eu sur la période une évolution du volume de marge. Là, on oublie tout ce qui est médicaments chers, tout ça. La marge, on l'a. On a le volume de marge, on a une augmentation du volume de marge de 8% sur la période, ce qui fait à peu près 2,5% d'augmentation annuelle hors Covid. Ce qui finalement reste dans le trend, je ne sais pas si on peut le voir sur les slides suivants, mais ce qui reste dans le trend de ce qu'on avait pré-Covid. Donc on est quand même sur une augmentation du volume de marge. Est-ce que vous Est-ce que vous avez pu identifier justement à quel poste cette marge supplémentaire a été affectée ? Est-ce que c'est la trésorerie, c'est l'investissement, du remboursement de la dette ou l'augmentation des salaires, par exemple ? Cette question est intéressante. Qu'ont fait les pharmaciens de cet argent, finalement ? On parlait tout à l'heure des pharmacies en difficulté. À fin 2019, dans nos statistiques, on avait 6% des officines qui terminaient l'année à découvert. À fin 2022, il n'y en avait plus que 3%. Donc effectivement, les pharmaciens qui avaient des difficultés de trésorerie ont pu combler, alors peut-être temporairement, ces difficultés de trésorerie grâce au Covid. Derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent ? Déjà, on va le voir tout à l'heure avec Joël, l'ensemble des autres frais ont augmenté. Donc il a fallu l'utiliser pour la gestion quotidienne de son officine. Derrière, avec ce qui reste, certains qui avaient des investissements à faire se sont dit peut-être que si je dois changer ma clim, plutôt que de prendre un contrat de crédit bail, je vais prendre sur ma trésorerie. Voilà, comme ça je vais économiser un petit peu d'intérêt. Si j'avais reculé un peu pour faire des travaux, je vais faire des travaux, mais c'est très marginal. Finalement, cette trésorerie, on la retrouve aujourd'hui un peu en coussin de sécurité dans les bilans de nos clients pharmaciens. Oui, puis on n'oublie pas que l'État a pris sa part, puisqu'on a bien payé de l'impôt société ou des charges sociales. Donc ça, ils l'oublient dans les calculs. Il faut leur dire aussi qu'ils ont récupéré 25 à 30% du gâteau, entre guillemets. Oui, puis on avait incité aussi nos clients à être prudents par rapport à cet supplément d'argent, parce que on anticipait, on en parlera tout à l'heure, peut-être des années un peu plus compliquées. Donc ils nous ont écoutés, effectivement, en moyenne, les trésoreries, vous retrouverez tous ces chiffres, on est venu avec nos plaquettes, vous retrouverez tous ces chiffres en détail ou sur nos sites web, et vous verrez qu'effectivement, en moyenne, les trésoreries ont encore progressé sur l'année 2022. Mais ça ne présage rien de ce que peut être 2023 et surtout 2024. On vous a fait un petit slide sur l'évolution du taux de marge. Est-ce que le taux de marge est réellement un indicateur pertinent ? On peut se poser la question. Il est plus intéressant pour un pharmacien de regarder son taux d'évolution
de la marge en volume, hein, en euros, plutôt qu'un taux par rapport au chiffre d'affaires. Je pense qu'on peut passer sur cette slide. Alors voilà, ici on a la variation de la marge brute ou de la rémunération officinale en valeur absolue, hein. Donc c'est en euros. En euros, on voit que on est tous à peu près d'accord, hein, Fiducial, CGP et KPMG, sur des évolutions extrêmement importantes du volume de marge sur 2021 et 2022, un pic en 2022, un pic extrêmement temporaire, hein, même si hier j'étais chez un client pharmacien qui me disait « Ah, ça frémit, on a un petit peu plus de tests, donc à Paris, il y a un petit peu plus de tests. » Je ne suis pas sûr qu'on va retomber sur les niveaux de l'année 2022. J'ai un peu de problème avec les dates, hein, Jacques. Vous êtes traumatisé avec 2023. Ouais, c'est ça. J'ai un léger problème avec les dates, je veux me rajeunir. Je pense qu'on peut considérer qu'on va être sur des évolutions qui vont plus ressembler à ce qu'on avait en 2018, 2019 et 2020 que ces 2 années exceptionnelles, 2021 et 2022. Évolution de la marge en euros, donc on voit une évolution très très importante, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur 735 000 euros de volume de marge sur 2022, on avait 120 000 euros liés aux activités Covid. 120 000 euros, c'est extrêmement important, et ces évolutions en volume, on les retrouve déjà pas, hein, nous, comme nous tous, hein, on fait des tableaux de bord pour nos clients, donc on voit bien l'évolution de leurs chiffres, l'évolution de leurs marges. Hier, j'étais chez un jeune pharmacien qui s'est installé au mois de mai. Quand il regarde l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à son prédécesseur, alors qu'il a racheté la pharmacie d'un pharmacien qui était plutôt malade, qui travaillait pas beaucoup, on voit qu'on est sur une évolution à taux zéro. Donc pour un jeune qui rachète une pharmacie, quand on voit le taux zéro, c'est un peu inquiétant. Mais quand on retire l'activité Covid, finalement, il est à plus 7. Donc ça veut dire que toutes les choses qu'il met en place fonctionnent. Donc sur cette évolution de marge brute, on peut dire qu'on est sur des années exceptionnelles et qu'on ne va pas retrouver dans les années à venir. Oui, en fait, on a découvert, enfin votre profession a découvert que lorsqu'on a industrialisé, parce que finalement le tag et la vaccination se sont industrialisés, excusez-moi du terme, mais c'est quand même la réalité. C'est-à-dire qu'au début, quand on a vu, quand les premiers tags sont arrivés, c'est pas arrivé tout de suite, hein, et les vaccinations, il a fallu du temps, parce que c'était déjà dans des centres de vaccination que les patients étaient dirigés. On a vu ensuite les pharmaciens s'organiser. On l'a vu, ça a été très compliqué, hein, parce qu'effectivement, vous n'aviez pas l'habitude de gérer des files d'attente, etc. En fait, à un moment donné, vous êtes rentré dans un système industriel, hein, et c'est pas péjoratif que de le dire. C'est-à-dire que le premier test, c'est un peu compliqué, puis ensuite, quand on arrive au 100e, on commence à avoir de la productivité, et là, on s'aperçoit qu'effectivement, dès qu'on industrialise un process, quel que soit le type d'entreprise d'ailleurs, on arrive à avoir d'assez fortes retours et des fortes rentabilités, hein, à mettre en parallèle avec des opérations qu'on pourrait faire à titre très ponctuel, qu'on fait 1 ou 2 fois par mois, où c'est beaucoup plus difficile effectivement d'obtenir de la productivité. Tout à fait, c'est beaucoup plus difficile de dupliquer cette industrialisation à d'autres missions ou d'autres actes. En tout cas, quand elle est industrialisée, ça rapporte. Ah, bien sûr, parce qu'il y avait aussi un tarif qui était probablement favorable. Quand ce n'est pas industrialisé, si le tarif n'est pas favorable, ça ne rapporte pas grand-chose. On en parlera tout à l'heure dans les nouvelles missions. Joël ? Bien, on va poursuivre. Donc oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, de la marge, on va regarder surtout l'EBE, l'excédent d'exploitation, puisque c'est l'indicateur clé de la rentabilité des officines. Alors cet EBE, il est avant rémunération des pharmaciens et avant les cotisations sociales TNS. Et donc qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on retrouve en volume d'EBE quasiment l'évolution de la marge. Si on prend le réseau CGP, on est passé de 315 à 373, et surtout par rapport à 2020, il faut surtout prendre la référence par rapport à 2020. Vous voyez que quel que soit le réseau, on approche les 100 000 euros d'évolution de BE entre 80 et quasiment 115 000 euros pour le réseau KPMG. Donc on voit effectivement que c'est lié exclusivement pour grande partie à l'activité Covid. Alors comment on est arrivé à l'EBE ? On peut continuer sur le slide d'après. Voilà, alors l'évolution en pourcentage du chiffre d'affaires, mais encore une fois, le pourcentage ne veut pas dire grand-chose. Hein. Le pourcentage, il sert à comparer les officines entre elles, mais ce qui est important, c'est l'EBE en euros. Hein. Je dis toujours à mes clients, on vit avec les euros.
Donc c'est important. Donc on voit effectivement des EBE à 17%, 15%, ce qu'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années. Même les anciens, je pense qu'on n'a pas connu des EBE de cette ampleur-là. On va revenir forcément à un EBE aux alentours de 13 à 14% pour 2023. On le verra tout à l'heure. Donc à un niveau de l'année 2020 à peu près. Oui, on va revenir entre 2000. Alors il y a des optimistes et des pessimistes. Les optimistes diront Philippe c'est 2020, et puis les pessimistes comme moi diront c'est 2019. On verra. On a hâte d'être vieux de quelques mois pour voir ce que les chiffres diront, mais on voit effectivement un EBE qui va revenir au niveau de 2019-2020 en euros, malgré l'évolution de l'activité qu'Emmanuel évoquait et Philippe évoquait tout à l'heure. Alors vous citiez justement la disparition des activités Covid, ou enfin leur diminution. Est-ce que l'inflation et les charges aussi, l'augmentation des charges jouent un rôle mécanique? Bien sûr, on va le voir juste slide d'après, je pense, où on peut regarder. Oui, alors ça c'est l'évolution de l'EBE. J'ai un petit peu anticipé sur les évolutions de l'EBE en valeur. On voit quel que soit le réseau, on a pris en 2 ans un peu plus de 100 000 euros, entre 80 et un peu plus de 100 000 euros. Donc ça c'est quand même... alors effectivement ça a amélioré essentiellement les trésoreries et nos clients ont été prudents. Et donc effectivement, l'inflation, il y a 3 niveaux liés à l'inflation. Alors on n'a pas de slide particulière, mais c'est une tendance qu'on observe sur 2023, c'est que les laboratoires du hors vignetté ont fortement monté leurs prix et que les pharmaciens n'ont pas forcément répercuté la totalité des prix. Alors pour différentes raisons, des problèmes concurrentiels ou des problèmes de prix psychologiques. Et donc on s'aperçoit que les marges hors vignetté ont tendance aussi à baisser sur 2023. Donc ça, c'est le premier effet de l'inflation. Deuxième effet, c'est l'évolution des charges externes. Vous voyez que quel que soit le réseau, on est entre plus 9 et plus 12%. Grosso modo, on est à peu près à 10% de croissance liée aux charges externes. Donc tout a évolué. On parle de l'énergie, on parle des loyers. On va parler effectivement que les pharmaciens ont aussi profité un peu pour investir, notamment en leasing et autres, compte tenu de l'apport de cette trésorerie. Donc on voit effectivement que les charges externes ont fortement progressé sur l'exercice. On le voit aussi au niveau des frais de personnel, c'est le slide juste après. Vous voyez que les frais de personnel, on est entre plus 11 et plus 19% d'évolution de frais de personnel entre 2022 et 2021. Alors, ce qu'il faut retenir de l'inflation, c'est que c'est toujours un effet cliquet. C'est-à-dire que quand on monte, on ne revient jamais en arrière. Donc ça, il faut bien l'intégrer pour les perspectives 2023-2024. Les évolutions de salaire, on va dire, ça y est, elles sont pérennes. Même si, dans ce chiffre-là, il y a peut-être une partie qui est liée à des CDD, à des contrats étudiants pour justement faire les tests Covid. Mais les tests Covid, c'est surtout les gros faiseurs qui ont énormément embauché. Mais la pharmacie traditionnelle de proximité, elle a fait avec les moyens du bord, sans forcément recruter de personnel supplémentaire. Donc cette évolution, effectivement, elle est là et elle va rester. Et on verra que sur 2023, l'évolution des salaires continue d'évoluer. On a cette problématique des difficultés de recrutement. Et donc, pour pouvoir recruter, on a tendance à surpayer certains salariés, mais quand un nouveau salarié rentre, il faut bien comprendre que on est obligé aussi de faire évoluer le personnel présent, parce qu'on a le risque aussi de le perdre. Et à travail égal, salaire égal, donc on est obligé aussi, d'une manière générale, quand on fait rentrer une nouvelle personne qui a un salaire supérieur aux autres, naturellement, on va faire évoluer les salaires des personnels présents. Et donc, forcément, ça a un effet démultiplicateur sur la masse salariale, et c'est une tendance lourde qui se confirme encore sur 2023. De manière plus générale, excusez-moi monsieur Becker, de manière plus générale, je dirais que c'est aussi un facteur d'attractivité pour juste la filière, parce qu'aujourd'hui, on note quand même qu'il y a encore 471 places vacantes dans les amphis des facs de pharma. Est-ce que ce critère en fait de rémunération est important pour l'avenir ? Alors, je vais vous dire, on se focalise tous sur le critère d'attractivité, mais on est tous, tout le monde est confronté au problème d'attractivité. Chez nous, les experts comptables, c'est exactement la même chose. Donc, je pense que c'est pas un problème d'attractivité, c'est un problème démographique. Et si le gouvernement a reculé de 2 ans l'âge de départ en retraite, c'est pas forcément pour équilibrer le système de retraite, c'est surtout pour maintenir des gens en activité, parce que entre le personnel qui arrive sur le marché du travail et les gens qui sortent, on a un gap, et effectivement on a une difficulté
Et c'est dans tous les métiers. Alors on parle d'attractivité, mais je pense que dans tous les métiers, il y a le problème d'attractivité. On l'a dans la restauration, on l'a chez les experts comptables, on l'a chez les pharmaciens, on a dans tous les domaines d'activité. Donc ne focalisons pas que sur l'attractivité. Je pense qu'il y a aussi un problème de démographie. Oui, je partage tout à fait ton point de vue. C'est là où peut-être que nos gouvernants ont un peu manqué de vision à long terme, parce que la démographie, les enfants qui naissent en 2023, c'est des étudiants en 2043. Vous ne pourrez pas changer la règle, c'est comme ça. Et l'erreur qu'on fait tous aujourd'hui, c'est, Joël a raison de le souligner, on essaye d'améliorer les choses en faisant un peu du make-up sur chaque profession. On est confronté à cette problématique d'attractivité. Alors on bricole, on essaye de trouver des solutions. J'ai parfois peur que dans beaucoup de professions, et je parle aussi de toutes les professions libérales, on dégrade un petit peu la prestation, et c'est dramatique parce que justement vous allez être au cœur de nouvelles missions où il faudra du personnel de plus en plus qualifié et de plus en plus présent, puisque c'est la gestion de la délivrance, vous savez faire, mais après la gestion des flux, par exemple quand on va commencer à faire de la vaccination en masse, il va falloir trouver des bras, il va falloir trouver des compétences et s'organiser. Donc ça c'est un souci permanent, et je pense que il faut l'avoir dans l'esprit, probablement pour réfléchir au futur de ce que pourra être l'organisation en ressources humaines d'une pharmacie. Parce que ça va être un vrai, pour tous les professionnels, ça va être un vrai problème, et les pharmaciens également n'y échapperont malheureusement pas. Et juste si on peut rajouter sur cette partie personnelle qui est quand même aujourd'hui au cœur des enjeux de nos clients pharmaciens qui sont tous en train de nous appeler, c'est que les talents, on ne les fait pas venir uniquement grâce à la rémunération. Il y a aussi un changement de paradigme à avoir où aujourd'hui il faut attirer les personnes, il faut leur donner des conditions de travail qui sont différentes de celles qu'on a connues. C'est pas, excusez-moi du terme, vieux con de dire ça, mais un peu. Moi, à mon niveau, les générations nouvelles que je vois arriver ont des attentes vis-à-vis du travail qui sont complètement différentes des nôtres, et il faut que les pharmaciens arrivent à s'adapter à ça. La rémunération, c'est un sujet, c'est vrai, mais derrière, la formation est aussi importante. C'est donner aussi un peu d'autonomie à ces personnes, parce que ces jeunes demandent de l'autonomie, voilà. Parfois plus que ce qu'ils sont capables de faire, mais il faut aller dans ce sens-là aussi pour pouvoir garder dans l'officine ces talents, et puis en faire venir de nouveaux, et puis rendre la filière attractive. Hein. Mais ça marche, comme l'a dit Philippe, sur nos métiers aussi. Oui, c'est un problème à la fois démographique et on va dire sociologique. Pour prendre un exemple, quand on est pharmacien adjoint, on ne pourra pas faire du télétravail. Bon, ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que vous avez des générations qui arrivent, qui se comparent à d'autres, qui peuvent faire du télétravail. Par exemple dans l'industrie, par exemple, ou ailleurs. Et ça, c'est un vrai problème, et il faudra le gérer. Il faudra le gérer. Et je pense aussi que, pour finir sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur, vous le comprenez tous, parce qu'on le vit comme vous. Hein. Et nous, on le vit d'autant plus que nous, on n'achète pas de médicaments, puisqu'on achète des heures pour les revendre. Donc, voilà, en plus. Oui, nous, notre masse salariale, elle n'a rien à voir avec une pharmacie, donc on est très concernés par le sujet. Et on pense aussi qu'il faut probablement... Peut-être que les pharmaciens, ceux qui sont en charge aujourd'hui, descendent encore plus, pas forcément dans les universités, parce que quand on est déjà pharmacien adjoint ou futur pharmacien adjoint, on est déjà conquis par le métier, mais aillent plus probablement dans les lycées pour présenter leur métier. Parce que c'est vrai qu'à la télévision, le pharmacien, c'est toujours un peu, vous prenez les émissions hier, c'est les ruptures de stock. C'est jamais très valorisant pour votre métier, les ruptures de stock. Il y a un problème. Alors là, vous allez me dire, les médias ne vivent que par les problèmes. Excusez-moi de dire ça, mesdames et messieurs, mais c'est une réalité. Mais il faut probablement que vous fassiez beaucoup plus, comme on dit en anglais, du teasing sur ce magnifique métier que vous exercez. Enfin, pour finir sur les frais de personnel, je pense que en tant que chef d'entreprise, on est tous obligés d'adapter aux contraintes de ces frais de personnel. Donc, je prends mon exemple personnel. Jusqu'à maintenant, notre cabinet fermé 3 semaines au mois d'août. Pour la première année, on n'a pas fermé parce qu'on s'est aperçu que c'était un frein à l'embauche. Les jeunes ne venaient pas chez nous parce qu'on était fermé au mois d'août et que les jeunes voulaient prendre leurs vacances scolaires en dehors du mois de juillet et du mois d'août. Donc, vous voyez qu'on est contraint de s'adapter. Vous allez être contraint d'adapter vos horaires d'ouverture aussi pour effectivement répondre à la demande.
Ouais. Donc, Plus, pour dire que... le samedi, ils aiment bien. Comme on a sanctuarisé dans notre pays, on est un petit peu un des seuls pays du monde où on a sanctuarisé les vacances et les week-ends. Donc c'est vrai qu'il va falloir que vous trouviez des anciens pour faire les samedis. Bon. Il y en a beaucoup qui ont déjà compris, je pense. Et on parle beaucoup effectivement de la semaine de 4 jours, puisque on parle de la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, ça va être offert aux personnes qui ne peuvent pas être en télétravail, comme si le télétravail, c'était pas du travail. Mais bon, je ferme la parenthèse. Ah oui, on a un problème dans notre pays avec le travail. Bon, alors... Bien, on va arrêter de philosopher, on va parler surtout de 2023, Philippe. Ce qui vous intéresse, les perspectives. semble-t-il. Voilà, les perspectives. Donc, tous les 4, on a travaillé. C'était une cahier des charges de notre ami Jacques qui nous a dit qu'il faut absolument parler de 2023. Si on avait pu parler de 2024, 2025, il aurait été content également. Je n'ai pas été jusque-là. Tu n'as pas été jusque-là. Vous n'aviez pas de boule de donc cristal. on s'est un petit peu gratté le cerveau, c'est vrai, parce que on a bien sûr des clients qui commencent à clôturer. On a des clôtures 31 mars. On a peu de pharmaciens qui clôturent vraiment à cette date-là. Beaucoup 30 juin, 30 septembre. Bon, 30 septembre, on peut pas vous les donner, ça c'est clair. 30 juin, c'est tout juste. Donc on a travaillé sur on a fait un petit picking sur un certain nombre de nos agences pour essayer de vous donner un peu des tendances d'activité. C'est loin d'être complet, mais ça vous donne un petit peu des choses qui vont vous permettre de réfléchir. Alors, je vais laisser la place à Joël. Oui, parce que pour nous, ça a été plus facile. Voilà. Dites pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'on a un outil qui s'appelle ViewPharma, qu'on a mis en place il y a 5 ans maintenant au sein de CGP. Et donc là, vous avez les tendances d'activité sur les 6 premiers mois de 2023 sur un échantillon. Alors un petit peu plus faible, on est à peu près 1200 pharmacies. Donc ce sont tous les clients CGP. Donc les clients CGP, ils ont leur tableau de bord, ils peuvent se comparer effectivement à la profession, à leur panel, qui soit en fonction du chiffre d'affaires ou en fonction de leur localité. Et donc, c'est 6 mois 2023 comparé aux 6 mois 2022 pour le même échantillon. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde ? On est flat en termes d'activité. Vous avez la ligne totale au milieu. Alors, c'est beaucoup de chiffres. Je vais décanter. On est à 0,39 d'évolution sur les 6 premiers mois entre 2023 et 2022, avec une particularité par rapport à la ventilation par taux de TVA, le 2,10 qui progresse fortement, 9,67, mais on le verra, c'est lié essentiellement à l'évolution des médicaments chers. Le 5,5, on est en légère baisse, mais on se rappelle que dans le 5,5, on avait les masques et les gels pour l'activité Covid. Le 10 qui avait fortement progressé en 2022 est flat. Et puis le 20, lui, continue à progresser. Alors le 10, c'était lié surtout à la fameuse double pathologie qu'on avait observée. Et puis la vaccination est thèse. Vous voyez qu'on avait une moyenne de 60 000 € sur 6 mois en 2022. On se rappelle janvier, le printemps 2022, janvier, février, mars, avec le gros pic des tests. Aujourd'hui, on a quasiment plus de tests. Et puis, la chose, qui nous inquiète un petit peu, c'est les honoraires de dispensation, l'euro à la boîte, qui sur les 6 premiers mois baissent, mais attention, au premier semestre 2022, on avait beaucoup de pathologies. Et puis, les honoraires à l'ordonnance aussi, toutes les autres honoraires ont tendance à baisser. Le poids des médicaments chers, on voit effectivement l'évolution de ces médicaments chers, puisque 19% sur la première tranche. Enfin, tout ce qui dépasse 150 000 €. Voilà. Et les 1930, vous voyez qu'on passe de 106 000 à 136 000 €, 27% d'augmentation. Alors, ça fait beaucoup en euros, finalement, c'est peu de volume. C'est peu de boîtes quand on regarde. Et donc, si on essaye d'extrapoler en neutralisant les tests et en neutralisant les médicaments chers, on s'aperçoit que hors produits chers et hors tests, on est sur environ 2% de croissance, de 798 pour 783 l'année dernière. La marge, forcément, elle diminue puisqu'on n'a plus l'effet Covid. Et vous voyez que là, sur les 6 premiers mois, on passe en dessous de 30%, on est à 29,87, donc on passe sous la barre des 30% sur ces 6 premiers mois 2023. On était à 33,47. Alors vous voyez qu'on avait sorti des moyennes à 32,5. Mais encore une fois, sur ces 6 premiers mois 2022, j'insiste bien, on avait le mois de janvier 2022 où ça a été le plus gros mois de test de l'ensemble de la période Covid.
Donc il faut relativiser. Et puis les frais de personnel qui continuent d'évoluer. Hein. Sur les 6 premiers mois, on est à 3,28, après avoir fait quasiment 12% de croissance l'année passée. Donc voilà un petit peu les tendances qu'on observe sur 2023. Alors on n'a pas encore le BE, parce que vous doutez bien que pour avoir le BE, il faut qu'on ait arrêté nos bilans. Comme le dit Philippe, nos bilans du 31 mars sont arrêtés, mais dans le 31 mars, on a encore 2023, on a encore 9 mois de 2022, donc c'est pas très pertinent. On va commencer vraiment à y voir clair avec les clôtures du 30 juin 2023, où là, effectivement, en face, on n'aura que 6 mois de 2022. On pourra essayer de sortir des tendances, mais voilà les tendances liées à l'activité pour l'ensemble du réseau CGP, qui porte sur à peu près 1200 pharmacies. Je retiens justement la marge qui n'atteint même pas 30%. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une si vous voulez, rouge le pourcentage, le pourcentage ne veut rien dire. S'il va falloir regarder, c'est la marge en euros. Et je pense que c'est bon. Effectivement, je préfère faire 29% de marge avec 400 000 euros de plus de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas, que 31. Par rapport à 2019-2020, je pense que oui, puisqu'on a une croissance naturelle de l'activité, hors bien sûr Covid. Donc à la limite, si demain je sors 300 000 euros de plus de chiffre d'affaires par rapport à 2019-2020, peut-être avec effectivement 1,5 point de marge, en euros encore une fois, je serai gagnant. On pourrait compenser, oui, d'accord. Mais on voit effectivement cette tendance. Alors effectivement, ça fait peur. Ça fait peur aux pharmaciens, parce que forcément, ils comparent toujours avec son chiffre d'affaires de l'année d'avant, donc il faut retraiter le Covid. Bon, maintenant, ce qu'on voit manifestement, c'est quand même une tension sur les trésoreries. Ça, c'est indéniable. On voit bien la tension sur les trésoreries, surtout sur les pharmacies qu'on évoquait tout à l'heure, qui n'ont pas progressé en chiffres, qui n'ont pas fait de test Covid. Elles n'ont pas d'avance de trésorerie, donc c'est dramatique. Et puis, nos amis grossistes qui sont dans la salle me confirmeront, ils commencent à revoir les impayés arriver. Ils ne sont pas vus au cours des 3 dernières années. Donc, on voit effectivement une tension en trésorerie. Je crois qu'il y a une étude qui est sortie récemment aussi, qui montre effectivement des nuages qui s'amoncellent pour les années à venir. Alors, oui, quelques mots sur le réseau. Côté fiducial, on a aussi fait parler nos data, donc on s'est basé sur les tableaux de bord de nos clients aussi. C'est juste la compilation qui est un peu plus compliquée, qui est moins automatique. Et apporter l'évolution sur les premiers mois de l'année, ce qui était important. Et on corrobore complètement ce que vient de dire Joël. Globalement, on voit. Alors, on s'est basé sur à peu près 134 officines. Alors, c'est moins que 1000, mais ça donne quand même une première tendance sur 2 régions. Ce qu'on retrouve, c'est qu'on a globalement, on voit l'évolution. Et c'est là que c'est intéressant de regarder l'évolution mois par mois, donc comparer les mois 2022 par rapport au mois 2023. On voit que les courbes, globalement, sur cette période-là, en termes d'activité, se rejoignent. Et ce qui peut être surprenant, c'est sur la fin de cette période, les courbes se réinversent. Ce qui fait que l'évolution globale que disait Joël, on la retrouve globalement, on est sur le premier, sur 6 mois et là sur le mois d'août, globalement étale à un peu entre -3 et -1% de niveau. Donc on peut supputer, si on fait un peu de statistiques et puis de prospective, que cet écart va peut-être osciller vers 0 ou 1,0, donc à peu près, quoi. On voit bien, c'est l'évolution du mois de janvier qui est pénalisée. Globalement, sur nos officines, c'était à peu près 20 000 euros qui manquaient de chiffre d'affaires. Et puis, globalement, après, on retrouve cet écart. Après, on a regardé, toujours dans la même optique, l'évolution du panier. Donc, on voit que, de toute façon, sur cette période-là, le panier mensuel 2023 est toujours supérieur à celui de 2022. Globalement, on a une évolution de 12%. Donc on ne va pas revenir sur la question et les réponses qui ont été apportées. Il y a un mix de tout dans cette évolution du panier qui ont été évoquées tout à l'heure. Globalement, on est à 11-12%, à peu près 4 euros d'augmentation du panier moyen. Et puis après, sur le dernier, c'est sur la fréquentation, sur le nombre de clients. Forcément, on retrouve la comparaison du mois de janvier qui est importante.
Et globalement, et on retrouve cette tendance, les courbes se resserrent avec une fréquentation quasiment à la fin, au mois d'août, si on compare août 2023, juillet-août et juillet-août 2022, à peu près le même nombre de clients. Mais globalement, cette fréquentation, si on fait un cumul sur cette première année 2023, est en retrait sur nos 2 échantillons de régions différentes, à peu près à moins 12% de fréquentation. Est-ce qu'il faut y voir également les conséquences de l'inflation et d'une certaine perte de pouvoir d'achat? Alors l'inflation, elle va être forcément dans l'évolution du panier. Après, sur la perte de pouvoir d'achat, Philippe, si tu veux... Je veux dire, dans cette baisse de la fréquentation, est-ce que justement il y a un report de certains achats vers la GMS ou d'autres circuits de distribution? C'est un phénomène qu'il faudra mesurer. Je crois que là, on est quand même que sur 6 mois, donc il faut être très prudent sur une analyse. Bon, il est probable qu'effectivement des patients ou des clients aillent au moins cher. C'est le sujet d'aujourd'hui. Hein. Comme je pense que votre profession n'est pas décidée à vendre à perte, puisque c'est la nouvelle idée révolutionnaire. Je pense que il y aura peut-être encore effectivement un petit peu d'évasion. Reste que je pense qu'on peut aussi dire que l'augmentation du panier moyen, c'est l'inflation, c'est probablement aussi lié aux médicaments chers. Enfin, c'est difficile pour nous par rapport à ces chiffres. On en a beaucoup discuté avec mes confrères. On n'a pas un degré de granularité que vous voudriez avoir. Alors vous avez d'autres sources. Les panélistes qui font des études fort intéressantes, qu'on regarde, qui corroborent d'ailleurs. Hein, moi j'ai regardé les chiffres du GERS qui corroborent assez bien ce qu'on vous présente sur 2023. C'est très compliqué pour nous parce qu'aujourd'hui, et alors encore plus dans les futures années, puisqu'on rajoute des couches, des sous-couches qui sont souvent des prestations qui sont difficiles pour nous à repérer même dans les bilans. Même ceux qui diffusent les logiciels de gestion officinale ont parfois du mal. On a galéré sur les taux de TVA, on galère encore sur un pas mal de sujets. Et donc la granularité, on ne peut pas vous l'apporter. Ce qu'on peut vous donner, c'est quand même des tendances. C'est pour ça qu'on raisonne plutôt, nous, sur des tendances annuelles. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quand on arrête un bilan, là, c'est pas des sondages d'opinion, c'est pas des impressions, c'est une réalité, c'est une réalité financière. Alors pour finir, on s'est livré à la prospective finale. On n'aime pas faire ça, mais on l'a fait. On a été obligé, on n'avait pas le choix. C'est la prévision pour l'arrivée, l'atterrissage, comme on dit. Hein, on va dire le 6+6 2023. Donc après débat avec mes 3 collègues, Joël est plutôt sur le 0%. Bon. Nous, on pense que ça peut un peu rebondir, donc on est sur 1-2% de croissance. Ce qui est sûr et certain, c'est contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il y a un décrochage, hein, vous l'avez vu, ce décrochage, il est très marqué sur le début de l'année, mais il n'y a pas un décrochage massif sur 2023. Et on ne pense pas que sur 2023, on aura un décrochage massif. Est-ce qu'on sera à 0 ? Est-ce qu'on sera +1, +2 ? Ça, c'est l'incertitude que l'on a. On a discuté autour de la marge. Donc Joël il est plutôt à 29, Emmanuel un petit peu au-dessus. Il pense peut-être plutôt 31. Nous on est plutôt à 30. Donc on a fait la moyenne des trois chiffres. Alors justement, là, vous signifiez la part des médicaments chers dans le remboursable. Et dernièrement, Monsieur Bessé, président de la FSPF, estimait que le réseau distribue pour 6 millions d'euros de médicaments sans marge. 6 milliards. 6 milliards d'euros de médicaments sans marge et sans rémunération, en raison justement de ces médicaments chers. Est-ce que c'est aussi votre analyse ? Si vous reprenez mon tableau, on peut revenir un petit peu en arrière. Philippe, maintenant que tu es doué avec la zapette, c'est bon, ça va le faire du premier coup. Vas-y. Encore. Voilà. Ouais, encore. Voilà. Si je prends les 1930, je suis à 136 000 euros pour 6 mois. Vous faites x2. Vous multipliez par un peu plus de 20 000 pharmacies à 500 millions. On est d'accord avec Philippe, à 500 millions près. Alors, mais bon, voilà, c'est mes chiffres. Donc oui, je confirme. Donc ce qui veut dire que c'est un point. Enfin,
notre rôle n'est pas de dire ce que doivent négocier les syndicats, ils sont là, ils sont présents, mais effectivement, la partie marge sur les médicaments chers, ça sera un point sur lequel il faudra certainement se poser légitimement des questions, parce qu'effectivement, si la tendance se poursuit, et si les prévisions des nouvelles molécules qui vont arriver, etc., se précisent, et bien effectivement, il faudra tenir compte de cet aspect-là, des choses. Parce que je vous le dis aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est nouvelles missions, observance, etc., sur le compte de résultats, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, messieurs, on ne le voit quasiment pas. Je veux dire, ça va être le sujet qui va être débattu après, mais aujourd'hui, ce qui a marqué l'année 2022, c'est un processus industriel autour du Covid. Moi, je me répète, c'est un processus industriel autour du Covid. Qui n'est pas reproductible. Et qui n'est... Alors, si on pouvait le reproduire, ça serait super. Maintenant, nous, on n'a pas tous envie d'être malades tous les ans. Je peux me confiner, moi. Je ne suis pas d'accord avec toi, je peux me confiner. Je ne veux pas me confiner, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, il ne veut pas se confiner, voilà. Donc on n'est pas d'accord pour être malade. Par contre, on est tout à fait d'accord pour dire que c'est un process qui a été intéressant pour la pharmacie. Concernant les coûts d'exploitation, alors j'ai écouté le gouverneur de la Banque de France. Lui, il pense qu'on arrivera à 2,6% d'inflation en 2024. Il table sur 4 à 5% en 2023. Donc nous, on a mis 4%. Je suis relativement prudent parce que quand vous regardez l'impact de l'énergie sur... alors c'est moins vrai pour la pharmacie, c'est vrai, mais ça quand même l'énergie, on va le voir là, parce que les coûts d'énergie vont quand même beaucoup augmenter. Je suis quand même relativement prudent. Ce qui est sûr et certain, c'est que sur les salaires, ça va dépendre des discussions, des négociations salariales également. Je ne sais pas dans quel... on annonce... Lui... Pardon ? Qu'est-ce que... Non, je ne savais pas que vous les avez terminés. Et donc, ça va dépendre un petit peu aussi des problèmes de pénurie qui peuvent effectivement influer sur ces coûts. On est parti sur 4%, et ensuite on arrive sur une rentabilité brute entre 14 et 15, peut-être 15, peut-être 14. Bon, peut-être moins. Ça va dépendre. Peut-être moins. Donc là, si vous voulez, manifestement sur 2023, on est en plein effet ciseau, ce qu'on appelle l'effet de ciseau, puisque on a effectivement une marge en euros, encore une fois, qui risque de se tasser un peu, avec des frais généraux, frais de personnel et frais de personnel qui augmentent. Donc forcément une dégradation des rentabilités, c'est ce qu'on appelle en économie l'effet de ciseau. Donc on vit en plein l'effet de ciseau sur 2023. On a rajouté un dernier slide, parce que celui-là, tu le commentes à chaque fois, mais c'est intéressant, c'est les prix de cession. Enfin, ce sont les chiffres CGP, c'est ça? Oui, c'est les sessions réalisées au sein du réseau. Alors, un élément qui est important, c'est qu'on voit une désaffection des petites officines. Je crois que là, ça se confirme cette année, puisque vous voyez qu'on est à un prix moyen sur l'ensemble du réseau à 1 910 000, on était à 1 587 000. Donc on voit effectivement que les petites officines peinent à trouver preneur, et effectivement, par rapport au maillage territorial, ça va devenir un vrai problème aujourd'hui, surtout pour des pharmaciens qui sont en âge de partir en retraite et qui ne trouvent pas de successeurs. Donc aujourd'hui, effectivement, on va forcément vers les plus grosses. On a effectivement des prix de cession qui ont continué à évoluer. On est en moyenne à 88% du chiffre d'affaires hors taxe, j'insiste bien, chiffre d'affaires hors taxe, hors activité Covid, bien évidemment. Donc on voit effectivement une évolution des prix de cession qui est liée manifestement à la taille des officines, et puis un ratio en multiple de l'EBE, de retraité qui est de 7,45, qui est passé de 7,1 à 7,45. Donc on voit effectivement une inflation aussi sur les prix de cession, et par rapport à ce qu'on vous a commenté tout à l'heure par rapport au chiffre 2023, je pense qu'on peut s'attendre à des jours un peu difficiles pour les jeunes installés. On le voit d'ailleurs aussi avec aujourd'hui la hausse des taux d'intérêt. Il ne faut pas oublier qu'on est passé de 1% à 4%. Et quand on passe de 1 à 4%, on grève la capacité de remboursement de 16 points. Donc ça veut dire qu'un apport personnel moyen qui est aux alentours de 15%, soit il faut le doubler si on maintient les prix de cession, ou soit il va falloir effectivement, comme pour l'immobilier, que les vendeurs acceptent
de commencer à baisser le prix de cession pour pouvoir lancer le marché de la transaction. On voit bien aujourd'hui que c'est un peu le calme plat sur les transactions, ça se tasse un petit peu, avec quand même un effet de financiarisation qu'il faut aussi insister. On voit de plus en plus de montages aujourd'hui qui amènent effectivement les financiers autour de table de l'officine. Alors on peut penser que les 4 arrêts du Conseil d'État de début juillet chez les vétérinaires va peut-être faire tache d'huile et puis calmer un petit peu le jeu. Mais on voit effectivement le risque aussi, c'est une financiarisation sur les plus grosses officines. Et là, c'est une problématique qu'il faut que la profession prenne en main. Parce qu'on voit effectivement des prix continuer à monter qui ne sont pas le reflet de l'économie 2023 et années suivantes. Donc on souhaite, nous, experts comptables, aussi alerter sur cette problématique de prix de cession. Oui, sur la financiarisation des professions de santé, la question c'est peut-être moins pour ou contre que stop ou encore. Donc là, les pouvoirs publics commencent à prendre conscience d'un certain nombre de dérives. On l'a vu dans le domaine des maisons de retraite, on a parlé des crèches récemment, les labos bien sûr, bon, ça, la question se pose même plus pour les laboratoires d'analyse médicale. Effectivement, il y a, et Joël a raison, on est assez d'accord là-dessus. Si à un moment donné on voit une pharmacie à 2 vitesses, c'est-à-dire des petites pharmacies qui disparaissent et donc qui répondent plus aux besoins de santé publique française, et puis qu'à côté de ça on crée des grosses pharmacies qui ne pourront à terme ne pas être rachetées par les jeunes étudiants, la nature ayant horreur du vide, sur un métier qui bien sûr peut intéresser un certain nombre d'investisseurs et non professionnels, il y a effectivement un risque, de changement d'époque. Ça, il faut faire attention. La profession avait justement échappé jusqu'à présent à ces dérives. C'est vrai, jusqu'à présent. Et alors que faire, que mettre en place justement pour empêcher cette fuite en avant? Vous savez, moi on est pareil, moi j'ai commencé ma carrière, on avait à peu près 400 laboratoires d'analyse médicale. Aujourd'hui on en a 20. Et les autres ont été tous repris. Je suis désolé, mais j'ai vu ce qu'était la puissance d'un carnet de chèques. C'est impressionnant. Donc on vous propose de racheter votre laboratoire 2 fois son chiffre d'affaires. Les questions ça s'est déroulé comme ça. C'est de toute façon clairement la profession qui décidera. Voilà. Et pour avoir assisté à une assemblée générale de ce type de labo au mois de juin, où effectivement les dividendes, le résultat à 100% remonte en dividendes avec le RIB basé à London, sur quand même des fonds publics, puisque manifestement, qu'est-ce qui finance les labos? C'est quand même vous et nous, c'est la sécurité sociale. Donc forcément, le gouvernement peut aussi un peu s'inquiéter de cette dérive, puisque des fonds publics partent hors sol. Voilà, ça serait bien qu'ils s'en occupent en tout cas. Voilà, écoutez, nous voulions vous remercier tous les 4 pour cette prestation. Avec une mention spéciale à Monsieur Becker, puisque c'est la dernière fois que nous vous entendons. Merci pour toutes ces années d'accompagnement. Merci beaucoup. Merci Philippe, du fond du cœur pour tes prestations effectivement depuis des années et des années, et pour ta collaboration régulière dans plusieurs médias, notamment le quotidien du pharmacien. Et merci aussi, messieurs. Je sais que je vous ai un peu bousculé pour compiler à un moment vos statistiques pour 2023, mais je crois que c'était un éclairage intéressant et très important. Et ce n'est pas les syndicalistes qui nous contrediront.